De nombreuses familles d'enfants et de jeunes adultes en situation de handicap sévère ou complexe sont en attente de solutions d'accueil et d'accompagnement adaptées pour leur permettre une scolarisation. En raison de ces carences, les parents d'enfants en situation de handicap se battent quotidiennement, vous le savez, pour faire reconnaître les droits fondamentaux de leurs enfants. Dans le département de la Loire-Atlantique, près de 1500 familles connaissent ainsi des défauts d'accompagnement scolaire. 900 personnes voient leurs droits reconnus et notifiés, mais demeurent en attente de place. Ce département, en effet, connaît une forte attractivité démographique qui accentue encore les problématiques de prise en charge des enfants. Ceux-ci sont contraints de rester au domicile parental, contraignant le plus souvent les mères à mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses. D'autres sont dans des classes inadaptées avec des enseignants peu formés ou mal formés, souvent démunis. D'autres enfin, atteints de troubles psychiques ou cognitifs, sont isolés en hôpital psychiatrique. Fédérées en collectif, ces familles revendiquent l'effectivité de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la prise en compte des besoins spécifiques de leurs enfants et adultes handicapés et le déploiement de solutions adaptées. Le président de la République, dernièrement, lors de la Conférence nationale du handicap, a quelque peu désorienté les associations du secteur, annonçant dans la précipitation et sans vraiment concertation la création de 50 000 nouvelles solutions médico-sociales d'ici 2030. Madame la ministre, je vous enjoins de définir urgemment un plan de création de ces nouvelles places et à favoriser des solutions innovantes telles que les unités d'enseignement externalisées. Je vous demande concrètement combien de nouvelles places en médico-social sera créées d'ici 2030. Je me fais ici le relais d'un courrier de l'adjointe en charge du handicap et donc de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap à la ville de Paris, Lamia El Harraj, adressé à votre collègue Jean-Christophe Comte le 11 avril, dont nous vous avons fait tenir copie et qui n'a jamais reçu de réponse. Comme vous le savez, l'article D 245-9 du Code de l'action sociale et des familles stipule que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine. Ainsi, les personnes ayant un champ visuel altéré se trouvent exclues du dispositif forfait cécité. Pourtant, l'acuité et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel, comme le rappelle le Syndicat national des ophtalmologues de France ou l'Organisation mondiale de la santé, qui en tient systématiquement compte dans la description des différents stades de la déficience visuelle. Si au niveau local, certaines maisons départementales des personnes handicapées adoptent cette juste compréhension dans l'attribution du forfait cécité, elles appliquent dans leur majorité la législation actuelle stricto sensu, entraînant ainsi une inégalité de traitement sur le territoire national. La MDPH de Paris a ainsi demandé à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de faire jurisprudence sur un accord de forfait cécité pour les personnes qui ont un champ visuel très rétréci. Ainsi, Madame la Ministre, êtes-vous prête à remédier à ce problème en mentionnant le champ visuel parmi les critères d'évaluation visant à octroyer le forfait cécité prévu à l'article D 245-9 du Code de l'action sociale et des familles? Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre de la grande précision de votre réponse, mais vous comprenez bien que la difficulté, c'est l'hétérogénéité de l'appréciation de la situation selon les départements. Donc, il serait bienvenu que votre ministère fasse en sorte qu'il y ait une application homogène sur l'ensemble des départements, parce que, évidemment, vous comme moi, j'imagine, n'acceptons pas l'idée que les situations soient inégalitaires. En 2017, la ministre de la Santé de l'époque reconnaissait l'abandon de la psychiatrie. 6 ans plus tard, rien n'a changé. Les personnels exercent dans des conditions difficiles, encore dégradées à l'issue de la crise de la Covid-19 qui a accru la détérioration de la santé mentale. Des adultes comme des plus jeunes, des enfants et leurs parents souffrent du manque d'accompagnement, alors que les files d'attente s'allongent dans les centres médico-psychologiques ou médico-psycho-pédagogiques. Manifestement, la mesure de l'urgence et de la gravité de la crise que connaît la psychiatrie publique est loin d'être prise en compte, les établissements étant confrontés à des départs massifs et sans précédent de praticiens et de personnels soignants non médicaux. Partout, les fermetures de lits, voire d'entités entières, se multiplient.
forçant à des restructurations particulièrement délétères pour la prise en charge des patients. Les retards ou défauts de prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques ne sont évidemment pas sans conséquences, comme en témoigne la récente agression qui a coûté la vie à une infirmière au centre hospitalier universitaire de Reims. Dans le Calvados, à l'établissement public de santé mentale de Caen, début juin, un malade a réussi à mettre le feu à sa chambre, à en saccager 2 autres. Ainsi, 3 agents ont dû être conduits aux urgences. On vient d'apprendre que cet été, faute de médecins, l'établissement va devoir fermer un de ses services, quelques semaines après la fermeture temporaire de 28 lits dans 3 unités du site. Les équipes ne cessent d'alerter sur la situation, qui là aussi porte atteinte à leur sécurité comme à celle des patients. En vain. Ces personnels déjà sous tension n'ont pas à travailler dans la peur. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître la stratégie du gouvernement pour répondre aux besoins urgents de la psychiatrie publique, en particulier dans le Calvados et plus précisément à l'EPSM de Caen. Merci Madame la Ministre pour votre réponse, mais je veux insister sur l'urgence à agir, autant pour les agents hospitaliers que pour les patients déjà pris en charge et ceux qui devraient l'être. Je souhaite attirer votre attention sur l'étude scientifique sur les ressources gazières de Lorraine, Régalore, dans les gisements de charbon non exploités. Présentée en exclusivité lors des Assises de l'énergie organisées le 31 mars de cette année à Liévin par l'Association des communes minières de France, les résultats dépassent les espérances de départ en relevant désormais de plusieurs sujets énergétiques majeurs. L'exploitation de gaz de charbon, la découverte d'un gisement d'hydrogène natif unique en Europe, les capacités de stockage de CO2, les innovations technologiques pour la prospection sur d'autres gisements houillés. Si les enjeux climatiques nous obligent à porter des ambitions fortes, notamment sur les questions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, l'ambition d'une société décarbonée ne peut s'exonérer des réalités. Notre pays consomme 40 milliards de mètres cubes de gaz annuellement. Les travaux de recherche menés par deux chercheurs du CNRS de Nancy ont confirmé un potentiel important de gaz de charbon, avec une réserve de plus de 60 milliards de mètres cubes, soit 18 mois de consommation nationale. Cette énergie locale de transition possède une empreinte carbone globale 10 fois inférieure au gaz naturel importé, sans même tenir compte de la forte augmentation de près de 150% des importations françaises de gaz naturel liquéfié, production issue majoritairement de l'exploitation de gaz de schiste américain, procédé interdit en France depuis juillet 2011. D'autre part, ces chercheurs du CNRS ont découvert la présence d'un important gisement d'hydrogène natif qui est une source d'énergie d'avenir. De plus, la création de la sonde Sigmod H apporte une innovation technique majeure dans le domaine prospectif de l'hydrogène natif. L'attentisme actuel du gouvernement relève d'un non-sens économique et écologique. Une production nationale est une opportunité qu'on ne peut pas ignorer, tant sur une participation à l'indépendance énergétique et les enjeux environnementaux que sur les questions géopolitiques. Aussi, je souhaite des explications sur les ambitions gouvernementales afin d'être au rendez-vous des défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain. En 2019, un rapport sénatorial appelé un plan Marshall pour sécuriser nos ouvrages d'art. Il proposait notamment de créer un fonds d'aide aux collectivités territoriales à hauteur de 130 millions d'euros par an, mais pendant 10 ans. La mise en œuvre du programme national piloté par le CRMA se décrit dans cette logique. Pour autant, les 40 millions d'euros engagés sur 3 ans sont très loin des recommandations émises par le Sénat et ne sont pas suffisants, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation de nos ponts. Madame la ministre, je voudrais illustrer la traduction concrète de cette situation sur le terrain à travers l'exemple de la commune de Molières-sur-Cèze dans le Gard. Cette commune s'est portée candidate au programme national et a bénéficié d'un diagnostic gratuit du CEREMA concernant une passerelle piétonne. L'étude a remis en cause la sécurité de cette passerelle compte tenu de l'érosion de ses piliers. La commune a alors fermé cette passerelle au public. Elle s'est logiquement rapprochée des services de l'État afin de connaître les aides disponibles pour réaliser la sécurisation de l'ouvrage. Il lui a alors été clairement indiqué qu'elle ne pouvait prétendre à aucune aide de l'État. Madame la ministre, Molières-sur-Cèze est une ancienne commune minière de 1200 habitants, avec un très fort niveau de précarité, sécurisation des réseaux cuivres, rénovation du réseau d'eau potable, fort niveau d'endettement. Cette collectivité est confrontée à de nombreux défis, ses moyens financiers sont extrêmement limités. Il va de soi qu'avec une capacité d'autofinancement quasi nulle, la commune n'est pas en mesure de réaliser les travaux nécessaires à la sécurisation de cette passerelle. Compte tenu de ces éléments, Madame la ministre, est-ce que l'État projette d'engager des moyens financiers nécessaires à la sécurisation des ouvrages d'art de nos communes?
Je souhaite appeler votre attention sur les disparités existant au sein du territoire national pour ce qui est du nombre de magistrats et autres personnels affectés aux différentes juridictions eu égard aux populations de leur ressort. C'est ainsi que le rapport général des États généraux de la justice, que vous avez bien lu, Madame la Ministre, expose aux pages 22 et 23, je cite, que l'allocation territoriale des effectifs ne répondant pas à des paramètres explicites, elle suscite des interrogations sur les disparités constatées entre l'évolution de l'activité des juridictions et la répartition des moyens. Ce même rapport note également, je cite, que la ventilation des effectifs, sièges, parquets, greffes, par nature de juridiction, rapportée au nombre d'habitants pour 100 000 habitants et au flux d'activité, met en évidence des déséquilibres significatifs non explicables et en tout cas non expliqués par l'administration centrale dans la répartition des ressources entre les différents ressorts des cours d'appel. Et alors il y a un tableau qui montre les juridictions mieux dotées, moins bien dotées et encore moins bien dotées. Et il se trouve que la cour d'appel d'Orléans arrive en dernière position, c'est-à-dire que c'est la cour d'appel qui dispose du moins de postes de magistrats du siège et du parquet ainsi que de greffiers et de moyens. Donc il apparaît nécessaire, bien entendu, de rééquilibrer les choses et de doter cette cour d'appel d'Orléans et les juridictions qui en dépendent des effectifs et des moyens nécessaires. Merci, Madame la Ministre, pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Merci pour votre réponse. Je me réjouis que la vacance se résorbe dans la cour d'appel d'Orléans, mais je souhaiterais un rééquilibrage eu égard au fait que, visiblement, nous sommes, pour ce qui est des juridictions du ressort de cette cour d'appel, sous-dotés. Donc j'espère que dans la nouvelle procédure, cela sera pris en compte. Je voudrais que nous échangions sur le regain d'activisme et de virulence des associations lobby et autres mouvements anti-IVG. Il est clair que la convergence entre une montée et un regain de l'activisme d'ultra-droite et celui des anti-IVG n'est pas totalement fortuit ni anodin. On a constaté que dans plusieurs villes, en particulier à Bordeaux, mais dans bien d'autres, des locaux du planning familial avaient été pris pour cible. Et puis nous avons assisté le 25 mai dernier à cette campagne sur les Vélib, une campagne de collage, d'autocollants, donc une campagne de vandalisme anti-avortement sur les Vélib. Alors des réponses judiciaires seront données, des plaintes ont été déposées. Pour autant, il ne suffit pas la réponse judiciaire suffit pas. On voit bien qu'on a affaire à une question politique. Comment peut-on ensemble limiter, renvoyer dans leurs cordes les lobbies anti-IVG qui aujourd'hui s'agitent? La première réponse, la plus simple, est une réponse politique. C'est celle de faire voter la constitutionnalisation de l'IVG. Les deux assemblées se sont prononcées en des termes différents, mais quand même convergents, puisque l'une et l'autre ont voté pour une constitutionnalisation du droit à l'IVG. Qu'attend le président de la République pour déposer ou faire déposer un projet de loi, réunir le Congrès et affirmer clairement que la France défend le droit à l'IVG au point de l'inscrire dans sa Constitution et que les activistes anti-IVG devraient cesser de nous harceler, puisque de toute façon, ils ont perdu la bataille d'opinion et la bataille politique. Magnifique. Madame la Ministre, nous savons votre engagement et nous saluons votre réactivité à chaque fois qu'une attaque est formulée ou effectuée contre l'IVG. Pour autant, le président de la République nous balade. Je vous le dis très clairement. Il ne suffit pas de promettre et de prendre des engagements. Maintenant, on en est au temps du passage à l'acte. C'est une urgence politique, c'est une urgence pour défendre l'IVG.